Alors, Chantal Jacquet, j'ai envie de vous poser une question, puisqu'on a évoqué Pierre Bourdieu, et justement, je crois que c'est précisément une référence que vous essayez de dépasser dans votre ouvrage, dans votre travail sur les transclasses. Votre travail sur les transclasses permet justement en fait de dépasser l'approche de Pierre Bourdieu, en ceci que vous mettez l'accent sur le singulier et non plus sur la question de la reproduction sociale. Vous mettez l'accent sur l'exception, c'est-à-dire celui qui justement, non pas infirme, mais fait exception à la règle de la reproduction sociale. Et vous tenez justement nettement à distance du même coup. Vous le faites en tenant à distance cet idéal d'émancipation, c'est-à-dire que traditionnellement, justement, quand on s'oppose à Pierre Bourdieu, c'est pour dire mais non, en fait, l'individu peut s'arracher au déterminisme, peut justement s'émanciper. Et votre travail consiste précisément je crois, à infirmer ou à mettre en cause cet idéal un petit peu naïf de l'émancipation. Et justement à mettre en cause peut-être ce mythe du self-made. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que selon vous, il y a quand même une place pour l'idéal d'émancipation conçu non plus comme quelque chose qui ferait sens dans les faits, mais est-ce que cet idéal d'émancipation ne pourrait pas, au fond, peut-être jouer le rôle de fiction utile pour justement accomplir dans les faits, ou en tout cas permettre la transmission philosophique? Bien, merci d'abord pour l'invitation. Je dirais que d'emblée, quand on présente l'idéal d'émancipation par la philosophie, on se place dans une pensée imaginative et fictive. Il peut y avoir une positivité des fictions, je reviendrai là-dessus. C'est une pensée imaginative parce qu'elle est de toute façon un peu mutilée et confuse, pour reprendre la manière dont Spinoza caractérise l'imagination. Mutilée parce qu'on estime que l'école d'abord, puis la philosophie au sommet de l'école, va permettre une émancipation. Alors, je dis qu'il y a quelque chose de mutilé. Pourquoi ? Parce qu'on conçoit d'abord que c'est l'école seule qui pourrait produire une émancipation que la société, dans son ensemble, n'a pas été en mesure de rendre possible parce qu'elle est au service de la reproduction des inégalités sociales. Et donc, on demande à l'école, finalement, de réparer toutes les injustices de la société, de libérer la société de ses préjugés. Donc, la charge est sans doute trop lourde. Et il me semble que le fait qu'on demande à l'école, précisément, de produire un savoir qui serait émancipateur, ça nous permet de nous exempter d'une réflexion politique plus globale sur les changements qui sont à apporter dans une société pour que cet idéal d'émancipation puisse être effectif. C'est-à-dire on laisse de côté les injustices économiques, les injustices politiques, toute la question de la domination. Donc il y a une forme de fiction parce que quand on rentre à l'école, on est obligé de faire abstraction de tout ce que l'on est, somme toute, pour penser par soi-même, pour être un pur esprit, libérer toutes ces déterminations, donc sociales, sexuelles, donc toute son histoire. Donc là, on évacue le reste de la société. Donc voilà pourquoi il y a une forme de mutilation. Il ne peut pas y avoir d'émancipation s'il n'y a pas un projet politique commun qui prenne en considération l'ensemble des rouages et des déterminations sociales qui pèsent sur des individus. Ça, c'est la première fiction. La deuxième fiction, c'est celle qui consiste à croire que la philosophie aura un rôle plus particulier, le rôle de la discipline reine, qui permettrait cette liberté par l'évacuation des préjugés, par la formation d'une pensée singulière. D'abord, alors là je souscris totalement à ce qui a été dit auparavant, la philosophie n'a pas le monopole de la pensée, la littérature pense, il faut en finir avec le fait que la pensée c'est la philosophie et que les autres disciplines sont vassales, sont des applications. Donc ça me paraît quelque chose qui fait plus largement consensus aujourd'hui. Et je crois que c'est lié à une illusion, et encore une fois une mutilation cette fois-ci par rapport à l'histoire. Autant on pouvait penser à l'époque peut-être de Platon ou de Descartes que la philosophie était la discipline reine au sens où la philosophie englobait
toutes les formes de sagesse, ou si on prend Descartes dans son arbre de la philosophie, tout ce que l'homme peut savoir. Hein. Et donc, en ce sens-là, la philosophie n'apparaissait pas comme coupée ou supérieure à l'arithmétique, à la géométrie, à la physique, puisque c'était une part intégrante du savoir. Autant aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens de penser que la philosophie serait la discipline reine par excellence et qu'elle donnerait finalement ces concepts que les autres disciplines, en mal d'imagination, en mal de puissance spéculative, seraient incapables de forger. Donc je crois que là encore, il y a une mutilation. Et troisième mutilation, c'est cette idée du sujet abstrait qui est présent dans la notion d'idéal d'émancipation, c'est-à-dire l'idée de penser par soi-même, comme si, au fond, nous ne pensions pas toujours d'emblée avec ou contre les autres, c'est-à-dire insérés dans un jeu de relations interindividuelles. Et cette fiction du sujet abstrait, donc qui n'aurait pas d'histoire, pas d'héritage social, c'est ce qui permet de reconduire un certain nombre d'injustices, puisque par une espèce de maïeutique, le professeur aiderait l'élève à penser par lui-même en lui posant des questions, et en réalité il ne retrouve que la culture qu'il a déjà acquise de par son histoire, et on n'en tient pas compte en pensant qu'effectivement celui qui va découvrir par lui-même cette pensée sera original, il aura du mérite, alors qu'en réalité il ne fait que reconduire un héritage social. Alors voilà pourquoi je pense qu'il y a quelque chose de tout à fait mutilé dans cet idéal. Mais en même temps, dans l'imagination, il y a une positivité, c'est-à-dire le fait que, effectivement, l'instruction ou toutes les tentatives de changement social, elles visent quand même une plus grande liberté. Et donc, il peut y avoir une positivité dans cette recherche d'une libération par le savoir, hein, que ce soit le savoir philosophique, le savoir scientifique, sociologique. Je ne fais pas de hiérarchie à ce niveau-là. Alors, bien sûr, en ce qui concerne Bourdieu, je pense effectivement qu'il avait raison de souligner le fait que l'école est un rouage au service de la reproduction et de ce fait que l'idéal d'émancipation était un leurre. Mais en même temps, je crois que la pensée de Bourdieu a été mal comprise parce qu'on a transformé la mise en évidence des déterminismes sociaux en fatalité, et on a cru que Pierre Bourdieu faisait le procès de l'école, alors que lui-même, quand on regarde attentivement son travail, il reconnaît par exemple qu'il ne peut pas y avoir finalement d'élèves qui ne soient travaillés et traversés par la rencontre avec un grand professeur. Et il dit lui-même que sa propre trajectoire, elle doit beaucoup à des rencontres et des rencontres au sein même de l'école. Donc il faut nuancer sa propre pensée. C'est pour ça que moi je ne dirais pas que je cherche à dépasser la pensée de Bourdieu, c'est pas tellement mon objectif, puisque je préfère penser avec les gens que contre eux. Je dirais simplement que j'ai pensé une non-reproduction, non pas tant pour m'opposer à Bourdieu, pour invalider ce qu'il dit, parce que les faits sont têtus. Si on prend simplement en France, 7 enfants d'ouvriers sur 10, ouvriers employés sur 10, ou 7 enfants de cadres sur 10 connaîtront le même sort que leurs parents. Ça, ce sont les dernières statistiques. C'est pire aux États-Unis, c'est un petit peu mieux donc dans les pays scandinaves. Donc il y a bien une reproduction sociale et est aussi fonction des types de politiques qui sont menées. Donc il ne s'agit pas du tout de nier ce fait, mais cette reproduction n'est pas une fatalité. Donc quand j'ai parlé de non-reproduction, je ne voulais pas dire que je contredisais Bourdieu, mais je voulais le contrarier au sens pascalien du terme, c'est-à-dire deux choses contraires peuvent coexister. De choses contradictoires, non. Donc, je voulais mettre l'accent précisément sur les 3 sur 10, on pourrait dire, qui restent, qui méritent aussi notre attention, et qu'est-ce qu'on peut apprendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre à partir de leur exemple? Non pas tant que ce sont des exceptions. Alors, Bourdieu avait montré que sa reproduction admettait des exceptions. Il avait dit les héritiers qui dilapident l'héritage, et d'autre part les enfants de milieux populaires qui peuvent connaître une ascension sociale déjouant toutes les statistiques. Bon. Alors je ne dirais pas que ce sont des exceptions au sens où l'exceptionnel c'est toujours quelque chose dont on ne peut pas rendre raison, mais je dirais plutôt que ce sont des écarts par rapport à la règle de la reproduction. Autrement dit, c'est la reproduction qui est mise en travail par le fait que les déterminismes vont jouer autrement. Et j'insiste beaucoup sur cette idée que ceux que j'ai appelés les transclasses, ceux qui changent de classe sociale, ceux qui déjoueraient la reproduction sociale,
ne sont pas des figures de self-made man qui se fabriqueraient tout seuls, qui penseraient par eux-mêmes et qui apparaîtraient comme des modèles d'émancipation, mais ils sont aussi une production du social, production du social au sens où les parcours que nous faisons, ce ne sont jamais des parcours singuliers au sens où ils seraient solitaires. Ils peuvent exprimer une singularité, mais en tant qu'ils se nouent et se dénouent dans un registre social. Autrement dit, ce ne sont pas des figures solitaires, mais toujours solidaires du milieu d'origine et du milieu d'arrivée. En effet, il ne peut pas y avoir de non-reproduction s'il n'y a pas un certain nombre de causes et de déterminismes qui permettent de la produire. Je ne veux pas toutes les reprendre ici, mais nécessairement, il faut penser des conditions économiques et politiques. On voit bien que les changements de classe sociale ne peuvent pas s'opérer dans des pays qui vont pas mettre à disposition des individus des moyens financiers, par exemple, des bourses ou des moyens politiques, des quotas ou des sollicitations culturelles. Pour pouvoir produire ces trajectoires. On voit également que ces trajectoires de non-reproduction sont liées aussi aux besoins de main-d'œuvre de la grande bourgeoisie et du patronat. Et par exemple, c'est pas étonnant qu'il y ait eu une forte mobilité sociale après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il fallait reproduire les élites qui avaient été détruites pendant la guerre. Il fallait donc forger une main-d'œuvre qualifiée, et on est allé les chercher dans les classes populaires. Donc c'est aussi une politique globale. Donc l'idée qu'un transclasse soit un self-made man, elle est illusoire, là encore, puisque personne ne se fait tout seul. Il faut des modèles alternatifs. Il faut des conditions économiques et sociales. Il faut aussi qu'on se sente autorisé à changer de classe sociale, qu'on n'ait pas le sentiment de trahir. Donc toute une série de déterminations. Et c'est la raison pour laquelle penser un idéal d'émancipation, ça n'est jamais penser une trajectoire solitaire, c'est toujours la penser en relation avec le milieu environnant. Et c'est pourquoi aussi les trajectoires des transclasses ne peuvent pas être présentées comme des figures héroïques d'émancipation. J'insiste beaucoup sur ce point, parce qu'au fond, il y a deux postures qui sont illusoires. Celle, peut-être qu'il est plus facile de démonter, je ne voudrais pas monopoliser la parole, donc celle du self-made man, puisque c'est l'idée qu'on se fasse de soi-même, et donc on nie le fait que nécessairement à la naissance on est totalement démuni et qu'on est donc fabriqué par les autres, ne serait-ce que par sa famille et puis dans la petite enfance. Donc quelle que soit l'origine de notre famille, nous sommes tous des héritiers, et pour certains la besace est pleine et pour d'autres elle est trouée. Et puis l'autre figure, c'est la figure, je dirais, du transfuge de classe, qui a une figure aussi héroïque, c'est-à-dire une figure de celui qui a pu s'arracher, qui a fui son milieu d'origine, qui a subi une violence symbolique, donc il la dénonce. Mais c'est tout autant, au fond, une figure pensée comme séparée des autres. On a deux modèles, donc celui du self-made man, l'ambitieux, qui est fier de son propre parcours et qui l'exhibe en justifiant sa trajectoire, en disant par un volontarisme, quand on veut, on peut, et donc culpabilisant ceux qui n'ont pas commis la même... je dis commis, c'est un lapsus, mais qui n'ont pas... au fond, été en mesure d'avoir le même parcours, au sens où, finalement, on rendra responsable chacun de son destin. Donc, c'est un peu comme ça que va être utilisée la figure du self-made man, comme une sorte de vitrine pour montrer que la volonté est toute puissante et donc on peut déjouer les déterminismes sociaux. Et puis, il y a l'autre figure, celle qui consiste, une figure un petit peu plus victimaire, donc le transfuge héroïque qui a pu, parce qu'il a été rejeté par son milieu, parce qu'il était le vilain petit canard, parce qu'il s'est battu dans la bourgeoisie pour dénoncer la violence symbolique, malgré tout s'arracher et se libérer par lui-même du déterminisme social. Ça me paraît aussi une illusion parce qu'au fond, personne n'échappe au déterminisme social, et il me semble que penser l'émancipation, c'est d'abord reconnaître tous les déterminismes qui pèsent sur notre existence, reconnaître comment nous sommes produits et façonnés par les autres,
par les institutions politiques, par les institutions économiques, et essayer de voir comment nous pouvons modifier ces déterminismes, mais pour pouvoir les modifier, il faut d'abord en prendre conscience. Donc il peut y avoir quelque chose d'utile dans l'idéal d'émancipation, c'est-à-dire c'est une sorte de fiction de libre arbitre, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait choisir ceci plutôt que cela, c'est-à-dire faire table rase d'un passé antérieur, mais c'est une fiction, parce que ce passé, il faut d'abord le reconnaître pour pouvoir le dépasser. Et en ce sens-là, je dirais que le libre arbitre peut être accepté à condition que l'on puisse auparavant déjouer les déterminismes. Ça peut être une fiction utile, c'est-à-dire l'idée que on recommence à zéro avec la philosophie, c'est-à-dire l'idée qu'on fait un effort pour s'arracher aux préjugés, pour avoir conscience des déterminismes et pour essayer de penser autrement. Mais tant qu'on n'a pas pris conscience des déterminismes, tant qu'on n'a pas pris conscience comment l'école pouvait être un rouage de la reproduction sociale, à mon avis, la philosophie, si elle nie cela, si elle ne s'alimente pas à la sociologie, à l'histoire, à la littérature, eh bien, finalement, elle va être coupée des racines qui la vivifient. Elle va être une forme d'idéologie au service d'un pouvoir, comme on l'a vu quand on a réinstauré la philosophie avec le modèle de l'homme qui s'instruit, c'est rendre chacun responsable de son destin et donc, au fond, faire des victimes les éternels coupables.